tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'appui. À tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. Si vous ne l'avez pas fait, allez vous abonner. C'est une période électorale, donc on a commencé avec Salim de faire des live streams. Donc, allez vous abonner là-dessus. Vous pouvez nous trouver aussi sur toutes les plateformes audio. On est sur Spotify, Apple Podcast et Amazon, sur tous les réseaux sociaux. On est littéralement partout. Allez nous retrouver. Abonnez-vous, partagez le contenu. On vous aime énormément pour ça. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va bien. C'est le printemps, mais en même temps, il est pluvieux. Puis là, je vais arrêter de faire la météo parce qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit. Salim, il nous fait la météo à chaque fois. Mais alors, c'est la fièvre des séries, on espère, avec le Canadien qui va jouer ce soir. Ben oui. Mais on s'appelle pas, je sais pas, podcast hockey, là, mais politiquement parlant. Alors, évidemment, on va poursuivre quelque chose. George, on avait pensé qu'on avait fini la série pour la chefferie du Parti libéral du Québec. Mais là, il y a un nouvel acteur. Là. Il y a toujours des surprises, puis on aime ça, les surprises. Ben oui, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on reçoit le quatrième ou le cinquième candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, qui est arrivé un peu dernière minute, mais avec beaucoup d'énergie. Carl Blackburn, bonjour. Bonjour. Un grand plaisir de te revoir, Carl, puis on va rentrer évidemment dans les détails parce qu'il y a quand même l'historique là, autour de la table. Mais avant tout, la question la plus importante pour moi, la santé. Tu as eu un petit match de boxe là, avec la santé, mais j'imagine que tout va bien. Tout va bien. Mon médecin m'a confirmé il y a quelques semaines que les traces de cancer maintenant étaient derrière moi. Qu'avec les résultats de la pathologie, de la masse qui avait été retirée, l'opération que j'ai subie, que maintenant, il pouvait confirmer que j'étais en rémission et que je n'avais aucune restriction professionnelle que ce soit. Alors, bien évidemment, quand j'ai eu cette nouvelle, pour moi, d'abord, c'était une bonne nouvelle et ça m'a permis d'envisager l'avenir d'une certaine façon, d'où ma présence à votre podcast pour parler de politique et comme étant le cinquième candidat à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Il est tard, Salim, mais il n'est pas trop tard. C'est bon? Moi, Salim, je veux dire honnêtement, si j'étais dans une situation comme ça, puis le docteur m'aurait dit « T'es parfait, 100%, vas-y », la première chose dans ma tête, c'est « OK, on y va en voyage, book quelque chose ». Ça serait pas de faire un retour en politique. Là. Ouais. Mais mon épouse, on en a parlé beaucoup. Mes parents, on en a parlé beaucoup. Mes parents n'étaient pas d'accord à ce que je retourne en politique. Ils étaient inquiets pour leur petit garçon. Pourquoi? Ben, d'abord, pour la santé de leur enfant, parce que c'est sûr que des parents, c'est toujours préoccupé par rapport à la santé de leurs enfants. Et comme j'ai déjà été dans le monde politique, comme mon père a déjà été en politique, ils savent à quel point la politique s'est rendue un sport difficile. Ouais. Mais en même temps, moi, j'ai répondu à mes parents que la situation, elle était tellement exceptionnelle, le contexte était tellement particulier dans lequel le Canada est attaqué, le Québec, malheureusement, traverse des périodes économiques extrêmement difficiles, que je devais choisir le Parti libéral du Québec et choisir le Québec. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je vais te poser la question, Carl, puis les gens, ils entendent qu'on te tutoie parce que forcément, ben, les gens le savent aussi qu'on a été au PLQ pendant longtemps et on se connaît, je pense que ça fait 18-20 ans là, qu'on se connaît, un truc du genre. Carl, je te pose la question que j'ai posée à tous les autres candidats. Pourquoi veux-tu être chef du PLQ? Et pourquoi veux-tu être premier ministre du Québec? Ouais. D'abord, devenir chef du Parti libéral du Québec, pour moi, dans mon objectif de carrière, c'était pas quelque chose que je pensais qu'il pourrait arriver un jour. Dans les 2 dernières années, avec les responsabilités que j'avais au Conseil du patronat du Québec, et bien évidemment la vision économique qu'on a su renforcer, qu'on a forgé derrière des statistiques importantes, mais surtout derrière des orientations qui pouvaient amener le Québec ailleurs, ben c'est clair que pour moi, si je veux avoir un engagement plus élargi que ce que je fais au Conseil du patronat, ou ce que je faisais au Conseil du patronat du Québec, ben c'était de sauter dans l'arène politique. Alors, c'est pour cela que j'ai décidé de sauter dans l'arène et de tenter ma chance pour devenir le prochain chef du Parti libéral du Québec, parce que j'ai une vision qui est claire. Je sais exactement qu'est-ce qu'on doit faire en termes économiques, quelle position qu'on doit défendre et surtout qu'est-ce qu'on ne doit pas faire comme erreur. Et en même temps, ben, de le faire avec le Parti libéral du Québec. D'abord, le Parti libéral du Québec, ça a toujours été ma famille politique. Alors pour moi, je n'ai pas connu d'autres familles
politique que le Parti libéral du Québec. Alors, pour moi, c'est important de le refaire avec le Parti libéral du Québec. Et pourquoi? Ben parce que le parti a toujours été aux côtés de la société québécoise dans ses grandes transformations, dans ses avancées, dans sa modernisation. Et je trouve que c'est le parti qui va nous permettre justement de pouvoir réaliser ces moments importants en termes économiques, mais en termes de société, pour emmener le Québec ailleurs, emmener les Québécois ailleurs. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans cette course. Et en même temps, Salim, je te dirais simplement, puis avec beaucoup d'humilité, que je pense que j'apporte dans la course avec ma candidature cette expérience économique qui est importante pour le Parti libéral du Québec. J'apporte également dans cette candidature que je présente cette réalité qui est nécessaire et essentielle pour le parti, c'est-à-dire d'avoir une candidature qui vient des régions du Québec. Alors, moi, j'ai l'eau du Lac-Saint-Jean qui coule dans mes veines et j'ai le royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean tatoué sur mon corps et sur mon cœur. Alors, il n'y a personne qui va pouvoir dire que je ne viens pas d'une région. Et finalement, j'apporte avec ma candidature au Parti libéral du Québec une expérience parlementaire importante. J'ai été député à l'Assemblée nationale de 2003 à 2007, donc j'ai connu la victoire, mais j'ai aussi connu la défaite en 2007. Et par la suite, le premier ministre, M. Charest, m'a demandé de jouer un rôle important comme organisateur en chef pour le Parti libéral du Québec, pour nous préparer, parce qu'à ce moment-là, en 2007, nous étions devenus un gouvernement minoritaire. Alors, pour préparer la prochaine élection générale, ce que j'ai fait, et en 2008, nous sommes redevenus un gouvernement majoritaire. Donc, je connais bien le parti, je connais bien les militants du parti, et les militants me connaissent bien. Alors, c'est pour cela que j'ai décidé de faire le saut dans cette campagne, parce que je pense que j'ai les qualités nécessaires. En fait, je suis convaincu que j'ai les qualités nécessaires pour être capable de rassembler le Parti libéral du Québec, de remobiliser le Parti libéral du Québec derrière un grand défi vers l'automne 2026 où on aura des élections générales. Et j'ai la ferme intention également de reconnecter le Parti libéral du Québec avec les régions du Québec et avec les francophones. Ouais. Parce que si le Parti libéral du Québec veut redevenir un gouvernement, bien, on doit nécessairement être capable de reconnecter avec les régions et avec les francophones. Et c'est vraiment, moi, une détermination qui, pour moi, m'apparaît essentielle et que je peux livrer. Oui. Écoute, moi, il y a un bout de ce que tu viens de dire qui m'interpelle. Parce que, évidemment, il y a le Parti libéral du Québec qui a été, au fil du temps, qui a formé le gouvernement, qui a été dans l'opposition. Là, en l'occurrence, on a un Parti libéral du Québec qui est dans un État dans lequel il n'a jamais été auparavant. Un État, je vais le qualifier, lamentable. C'est pas à cause des gens qui y sont, c'est à cause du fait qu'il y a très peu de députés, il y a très peu de financement, il y a très peu d'organisations, etc. Mais tu as été justement directeur général du Parti libéral du Québec. J'imagine que toi, tu arrives aussi comme un candidat, c'est-à-dire au-delà de la carte économique que tu veux clairement jouer. Est-ce que tu viens aussi comme une sorte de candidat aussi d'organisation? Tu sais, quelqu'un qui va pas monter dans un autobus et qui va demander où est-ce qu'on s'en va. Oui. Ben, c'est clair que mes compétences d'organisation puis mes connaissances au niveau de l'organisation, c'est important. Mais en même temps, je dois faire confiance aux gens qui m'entourent et c'est exactement comme ça que je me sens. Et il est vrai que l'organisation électorale, c'est quelque chose que je connais bien. Et c'est quelque chose que je veux mettre au service du Parti libéral du Québec. Lorsque j'ai été candidat à l'élection générale de 2003, en fait, j'ai été candidat pendant 18 mois parce que j'avais la ferme intention de me présenter comme candidat à l'investiture du Parti libéral du Québec en 2001, 2 ou 3, en ne sachant trop quand ça serait pour le Parti libéral. Et j'avais clairement démontré mes intentions au parti à ce moment-là. Et j'étais même président de l'association de Roberval. Et j'ai démissionné de l'association pour ne pas avoir de gens qui puissent interpréter mon rôle de président d'association comme étant celui qui voulait protéger ma candidature. Au contraire, j'ai démissionné de la présidence. Je me suis formé un comité d'organisation. On s'est mis en mode organisation électorale et je suis devenu candidat officiellement en 2002. Et lorsque l'élection générale est arrivée en 2003, ça faisait 18 mois que j'étais sur le terrain, dans le comté Roberval, à sillonner toutes les municipalités, à sillonner toutes les organisations, et j'ai connu une victoire avec une imposante majorité de 202 votes. C'est mince.
Mais dans les pour 120, le comté, pour le comté, ça. c'est important. Et dans les 125 comtés au Québec en 2003, c'est nous dans le comté Roberval, et je dis nous parce que c'est une affaire d'équipe, c'est nous dans le comté Roberval qui avait eu le plus gros revirement de majorité. Le Parti québécois avait 11 300 voix d'avance. Alors, l'organisation politique, l'organisation électorale, je connais bien. Et quand je regarde le moment où aura lieu la chefferie du Parti libéral du Québec, c'est-à-dire le 14 juin prochain, quand je regarde le 5 octobre 2026 pour l'élection générale, ça nous donne juste assez de temps pour justement remobiliser le parti, reconstruire le parti. Parce que tu as raison, Salim, le Parti libéral du Québec est malheureusement une copie pâle de ce qu'il a déjà été en termes d'organisation, en termes de militantisme, en termes d'engagement. Mais moi, j'ai la volonté de remobiliser ces gens-là. Je veux avoir un leadership qui soit rassembleur. Je propose aux gens un leader authentique qui n'a pas froid aux yeux, qui va apporter des recommandations et des propositions audacieuses pour le Québec et qui va surtout avoir une vision d'avenir. Et c'est vraiment ce genre de leadership que je veux proposer. On va revenir évidemment sur les idées et les propositions, mais je vais te poser une question juste par curiosité, parce que contrairement à nous, toi, Carl, tu as vu un peu le déclin du PLQ de l'extérieur. Okay? Tu travaillais déjà dans le privé. Ben, au début, je l'ai vu de l'intérieur. Je l'ai vu de l'intérieur parce que quand je suis arrivé à la tête de l'organisation, c'était en 2007. Et par la suite, les années suivantes ont été extrêmement difficiles. Donc, j'ai eu à gérer de la décroissance. Oui, mais c'est-à-dire, le parti a quand même eu un gouvernement majoritaire en 2014 et 2018, puis à partir de... Non, 18, on a perdu. Ouais. Non, 2014 à 2018, c'était un mandat majoritaire. Okay, De 2018, ben là, on a vu des scores, franchement, que personne n'aurait pu imaginer. Là, un nombre de députés. Tu sais, à l'époque, on disait, on va pas trop s'inquiéter. On a un minimum, on a un beau coussin de 45 députés. Pas de problème. Écoute, la gifle est venue quand même rapidement en 2018, puis était encore plus grande en 2022. Donc, toi, quand tu vois ça de l'extérieur, nous, on l'a vécu un peu de près, mais toi, tu es déjà à l'extérieur. Quand tu vois ça, comment tu l'as vu? Moi, c'est juste par curiosité, j'aimerais rentrer un peu dans ta tête pour voir. Tu es assis dans ton salon, tu regardes les élections 2018-2022, puis tu vois ton parti qui descend dans des dans des chiffres qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Ouais. Ben d'abord, c'est sûr que ça vient nous chercher parce que à partir du moment où on est quelqu'un qui est fondamentalement libéral au Québec, ben c'est clair que de voir son parti connaître de pareils résultats à l'élection générale de 2018, c'est clair que nous, ça nous interpelle. Mais je dirais que la relation entre le parti, à partir de 2014, avec les associations militantes, les associations dans les comtés, les présidents d'associations, les différentes commissions politiques à l'intérieur du parti, à partir de 2014, ça a été malheureusement laissé de côté. Ouais. Et les gens, je pense, ont oublié que ce qui était le plus important pour le Parti libéral du Québec, c'était ses membres. C'était ses militants, c'était ses bénévoles. Et à partir du moment où tu perds ça de vue, ben c'est clair qu'à un moment donné, tu ne peux pas t'attendre à créer des richesses ou à créer des miracles parce que les gens, s'ils se sentent laissés pour compte ou s'ils se sentent abandonnés, peut-être qu'ils n'ont pas d'intérêt non plus à militer. Puis ça a fait mal. Ça a fait mal à partir de 2014. Ça s'est accéléré en 2018. Et aujourd'hui, on est dans une course à la chefferie qui, malheureusement, fait en sorte que le parti est lourdement affecté. Ouais. Mais ce que j'entends depuis l'annonce de ma candidature, c'est je dirais un renouveau, un certain optimisme. Les gens veulent se remobiliser parce que les gens croient que je peux changer la perception par rapport au Parti libéral du Québec, surtout avec ma vision et surtout avec ma détermination et ma connaissance des militants. Alors justement, avant de parler d'économie puis de propositions, à tout le moins, et de positionnement, là, tantôt tu m'as repris en me disant « Je suis peut-être arrivé tard, mais il est loin d'être trop tard ». Parle-nous un peu de ça, là. Donc, c'est quoi un petit peu c'est quoi ton plan de match? Évidemment, on est entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. Donc... Alors, à part ceux qui écoutent la météo là, de Salim.
Mais d'abord, les règles pour le parti étaient très clairement définies. Donc, la course a officiellement débuté en début d'année. Donc, en début janvier, c'est là que la course à la chefferie a été lancée. Il y a des candidats qui se sont annoncés plus tôt que ça, donc en début d'été l'année passée, pour certains d'entre eux. Mais la course officiellement débutait en début d'année. Les règles étaient claires. Pour être candidat officiellement reconnu, tu devais recueillir 750 signatures de membres, dont 350 nouveaux membres. Tu devais recueillir des signatures dans 12 régions sur 19 et tu devais être capable aussi de recevoir des signatures de 70 comtés sur les 125. Alors, quand j'ai annoncé lundi, il y a 2 semaines maintenant, 31 mars, je crois, où on va vérifier pour avoir la bonne date, mais lorsque j'ai annoncé lundi, il y a quelques semaines, que je me lançais officiellement dans la course, la question que les journalistes me posaient par la suite, après la pointe de presse, c'est est-ce que vous pensez que vous allez être capable de livrer votre bulletin de candidature avant la date limite qui est le 11 avril? Alors, j'ai dit ça devrait. On va faire le nécessaire pour que ça fonctionne. Alors, 36 heures plus tard, j'avais réussi à recueillir 750 signatures de 125 comtés sur 125 et dans les 19 régions sur les 19 possibles. Et j'avais 80% de mes signatures, c'était des nouveaux membres. Donc, des gens qui ont spontanément décidé de dire « moi, j'encourage Carl ». Ou des militants qui n'étaient plus membres, qui ont dit « moi, je redeviens membre parce que Carl me donne confiance ». Et j'ai eu des gens qui se sont adhérés au Parti libéral du Québec de d'autres affiliations politiques. Là. Ah oui? Ah oui, tout à fait. Alors, tu sais, je sens que ma candidature rassemble beaucoup de Québécois. Pas juste des libéraux, mais rassemble beaucoup de Québécois. Et le dernier élément qu'il fallait être capable également de soumettre, c'était un engagement financier de 40 000 $ pour payer les frais du parti en lien avec cette course à la chefferie. Alors, 36 heures plus tard, mes conditions étaient remplies. 48 heures plus tard, je recevais le feu vert du parti pour me déclarer officiellement candidat. Tu as payé tes impôts. J'ai payé mes impôts. J'ai payé mes impôts. Tout est clair. Alors, je pense que ça envoie aussi un très bon signal. Et là, actuellement, Salim, nous sommes en train de construire un avion en plein vol parce que je ne m'étais pas préparé à partir de janvier. C'est vraiment depuis le dernier mois quand mon médecin m'a donné mon feu vert, ou mon feu vert, comme je le dis souvent, c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de se préparer. Mais des fois, il y a des gens qui ont été surpris de la rapidité avec laquelle nous avons réussi à se conformer à l'ensemble des critères. Moi, je leur dis surtout, c'était peut-être parce que les gens voulaient vraiment que je me présente et que ma candidature représente vraiment un vent de fraîcheur dans cette course à la chefferie du Parti libéral du Québec et que dans ma personne, l'économie, les régions, l'expérience parlementaire est plus que reconnue et c'est pour cela que je pense que ça correspond à ce qu'on a déposé comme engagement. Et depuis officiellement ce lundi, je suis allé le lendemain matin. Puis ça, c'est important pour moi. D'abord, j'ai fait ma conférence à Québec pour annoncer que je me présentais à la course à la chefferie. Et pourquoi à Québec? D'abord, parce que c'est la capitale nationale. Québec, ça doit être la capitale nationale qui est forte et qui est reconnue par le gouvernement du Québec. Et c'est le message que j'ai envoyé à Québec quand j'ai fait mon annonce là. Par la suite, en soirée, je suis parti en route vers Roberval. Et le lendemain matin, j'avais mobilisé une centaine de militants de Roberval pour leur annoncer mon premier engagement. Qu'à partir du moment où je deviendrai chef du Parti libéral du Québec le 14 juin, qu'à l'élection générale de 2026, j'allais être candidat dans le comté Roberval, là où tout a commencé pour moi. Et pourquoi c'est important de le faire tôt? Comme on dit souvent, il faut que les bottines suivent les babines. Alors moi, je dis que je suis un gars de région, je prône que les régions doivent être fortes économiquement. Bien, le premier signal que je pose, c'est d'être candidat dans le comté Roberval lorsque je serai chef du Parti libéral du Québec pour devenir premier ministre du Québec. Alors, je pense que ça, c'est un message aussi qui était très fort. Le slogan, je l'aime quand même bien. On se retrouve, premièrement entre militants, entre libéraux, entre anciens, entre nouveaux, mais aussi entre Québécois. Donc là, il y a une tâche, il y a un défi énorme, non seulement, comme tu dis, de
ramener les libéraux et les militants, de les rallier puis de les mobiliser, mais il faut quand même, c'est pas juste les militants libéraux qui vont voter durant l'élection, c'est le Québec entier. Ouais. Comment on fait pour aller rejoindre ces électeurs-là, surtout en région? Oui. Ben d'abord, le thème de ma campagne, on se retrouve, tu as raison, il est extrêmement porteur, puis il est le reflet de ma personnalité. D'abord, moi, dans mon parcours professionnel, j'ai toujours été quelqu'un qui rassemblait les gens autour de lui, et de tous les horizons politiques et de toutes sortes de façons. Là. Alors, pour moi, c'était important, d'une part, que ce slogan ou cette thématique de ma campagne reflète la personnalité que j'étais. Si le Parti libéral du Québec souhaite devenir le gouvernement du Québec, on doit d'abord, entre nous remobiliser. On l'a mentionné, le Parti libéral du Québec, depuis malheureusement de nombreuses années, il est démobilisé. Les gens ne sont plus nécessairement impliqués dans la cause politique pour différentes raisons. Alors moi, je veux remobiliser nos gens. Moi, je veux que les militants libéraux là, qui l'ont été pendant des années puis qui ont quitté pour toutes sortes de raisons, ben moi, je veux que les militants libéraux reviennent au Parti libéral du Québec et se remobilisent. Parce que si on veut, après ça, être capable d'aller reconnecter avec les francophones, si on veut être capable d'aller reconnecter avec les régions, il faut d'abord qu'on soit capable de se remobiliser nous-mêmes. Alors moi, mon message, on se retrouve, c'est exactement ça que ça veut dire. Et l'autre élément qui est extrêmement important pour moi, comme je l'ai mentionné, je veux avoir une politique rassembleur. Je veux avoir un leadership rassembleur. Et dans les nombreuses dernières années, j'ai eu l'occasion souvent de dénoncer, malheureusement, l'attitude divisive du premier ministre Legault concernant les politiques gouvernementales, concernant son opinion sur les Québécois, les bons Québécois, les moins bons Québécois, concernant le fait que, par exemple, si on questionne une loi qu'ils veulent mettre en place, ben c'est parce qu'on est contre le Québec. C'est totalement faux. Alors moi, c'est pas ce genre de leadership, de repli sur soi qui m'anime. C'est un leadership de rassemblement et d'une vision qui est portée vers l'avenir. C'est ce genre de leadership que je propose. Et quand on regarde notre thématique, on se retrouve, c'est ça que ça veut dire. Alors, tu as été pendant un certain 5 ans, je crois, à la tête du CPQ. De 2007 à 2013. Non, du CPQ. Ah, du CPQ, excuse-moi. Les 5 dernières années, de 2020 à 2020. Ça faisait 5 ans que j'étais là. C'est ça. Donc, ça fait 5 ans. Donc, c'est sûr que là, qu'on est à la tête du CPQ, on peut pas faire plus économique que ça. Là, c'est-à-dire, là, t'es au milieu des différentes industries, etc. Là. Sentais-tu une tension entre le monde des affaires et le gouvernement? Parce que je te pose la question parce que M. Legault semble beaucoup t'aimer puisqu'il a parlé de toi une couple de fois, je crois, peut-être même en chambre, je crois même au Parlement. Quelques fois en chambre, oui. Et alors, justement, Mais pas pour les bonnes raisons. Il faisait de la politique sur mes positions en chambre pour attaquer l'opposition officielle. Non, mais alors, justement, je m'en allais un petit peu là. C'était quoi un peu vos rapports, si je peux les appeler comme ça, entre un premier ministre et un président du Conseil du patronat? Ouais. Ben d'abord, ils étaient respectueux. Pour ma part, ça a toujours été des rencontres respectueuses. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui privément dans son bureau. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui lorsqu'on était, entre autres, l'année passée au Sommet de la francophonie à Paris, avec lui et son épouse, avec qui j'ai de bonnes relations. Mais sur le côté politique et sur le leadership que M. Legault propose, et ma vision par rapport à mon leadership, on ne s'entendait pas tout le temps. D'abord, au Conseil du patronat du Québec, nous sommes l'organisation qui représentons les entreprises au Québec. Nous sommes la plus grande organisation qui défend les entreprises, les entrepreneurs au Québec. Et notre objectif, il est bien clair, c'est d'influencer nos gouvernements, tant fédéral que provincial, pour qu'ils puissent mettre en place les meilleurs incitatifs, programmes, mesures pour favoriser les entreprises, pour les laisser faire ce qu'elles savent faire de mieux, c'est-à-dire créer de la croissance puis créer de la richesse. Quand le gouvernement allait, par exemple, dans une direction qui était correcte et qui correspondait aux objectifs des entrepreneurs du Québec, je le saluais. Mais quand le gouvernement déposait des projets de loi qui, malheureusement, selon notre expertise, selon l'ensemble des entreprises qu'on représente, ils n'allaient pas dans la direction de favoriser cette prospérité économique, bien malheureusement, on le dénonçait aussi. Alors oui, on s'est coltaillé sur quelques projets de loi par rapport à la vision qu'il partageait, puis par rapport à la vision que nous partagions et les besoins du milieu économique. Et c'est drôle parce que il y a quelques semaines, certains médias me disaient « Mais Carl,
vous représentez les employeurs, puis c'est comme si c'était pas les gens qui étaient du bon côté de la table, puis que tous les autres citoyens étaient du bon côté de la table. Mais je dis, attendez un peu, là. Les employeurs, aujourd'hui, au Québec, là, c'est notre voisin, c'est notre cousin, c'est notre ami. C'est des gens comme vous et moi. Les employeurs vivent dans la société du Québec, ont les mêmes valeurs que les Québécois et ont les mêmes principes. Et en plus, ils investissent de leur argent. Et créer de la job. Et créer de la job. Donc, c'est pas quelqu'un qui est à part. C'est pas une espèce, là, l'employeur. Mais j'ai dit, quand moi, je défends les employeurs pour que ceux-ci puissent créer de la job, puis créer de la richesse, puis créer de la croissance, puis investir ici au Québec, ben ça vient aider aussi des employés. Parce que c'est 70 000 employeurs qu'on représente. C'est des millions de travailleurs. Et si les employeurs peuvent créer cette richesse et cette prospérité, ben c'est tout le monde qui va en profiter et qui va en bénéficier. Alors, au lieu d'avoir des visions, encore une fois, comme divisives, ben tu penses pas comme moi, donc tu es comme moi. Ben moi, mon style de leadership, c'est un leadership rassembleur. C'est pas vrai qu'on est différents. On a les mêmes valeurs. On a des priorités qui peuvent être différentes. Mais on a les mêmes valeurs. Alors, juste, excuse-moi, George, juste une petite question là pour rentrer dans un crunch un peu politique. On n'était pas dans le crunch encore. Non, mais un crunch plus de nature un peu plus politique. Puis, évidemment, question qui se veut pas une question piège, donc il faut pas la voir comme ça. Mais un de tes concurrents s'appelle Charles Milliard. Il était à la tête de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Ouais. Il pourrait avoir le même discours et le même positionnement que toi, n'est-ce pas? Tout à fait. Puis Charles, je le respecte, puis je le connais. On est arrivé à peu près au même moment. Moi, je suis arrivé à la tête du Conseil du patronat du Québec en 2020. Charles est arrivé aussi au même moment à la tête de la Fédération québécoise, la Fédération des chambres de commerce. Alors, on a travaillé ensemble, on a siégé sur plusieurs instances ensemble. Bien évidemment, Charles pourrait dire ça. Mais j'ai décidé de me lancer dans la course, pas contre Charles. Non. J'ai décidé de me lancer dans la course, ni contre Pablo, ni contre Mario, ni contre Marc. J'ai décidé de me lancer dans la course parce que je pense que j'ai les compétences nécessaires pour assumer le leadership au Parti libéral du Québec. Comme je l'ai mentionné, j'ai une des compétences économiques extrêmement fortes. Je suis un entrepreneur. Je suis le fils d'un entrepreneur et le petit-fils d'un entrepreneur. Mais nous, on a grandi dans le domaine des magasins d'alimentation. Et par la suite, on a demeuré dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, et on est toujours une famille qui est dans l'entrepreneuriat dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai bien sûr apporté la valeur qui est importante pour le parti, c'est celle des régions. Je n'ai pas besoin de m'inventer une région d'origine, là. Moi, je suis né au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, je fais exprès avec mon accent parce que vous le sentez. J'ai un accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je suis un peu humble par rapport au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que c'est une de nos grandes qualités. On dit souvent à la blague qu'il y a tous ceux qui sont du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme moi, et tous les autres qui voudraient être du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme vous probablement. Mais ceci étant dit, ça sera pour une autre discussion. Alors, je n'ai pas besoin de me chercher une étiquette régionale, j'ai cette étiquette régionale. Et quand je terminais tout à l'heure avec ma connaissance du Parti libéral, tu sais, moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, là. Mon père, lorsqu'il a été député et ministre sous Robert Bourassa à la fin des années 80, j'ai commencé à militer à la commission jeunesse du Parti libéral du Québec, là. Alors, j'ai tout fait, là. J'étais l'organisateur d'événements, j'étais le porteur d'eau, j'ai été le conseiller régional, j'ai été même responsable du référendum de 95 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai été par la suite en charge de l'association militante du comté de Roberval. Je suis devenu député. Lorsque j'étais organisateur en chef, j'étais celui qui rapprochait les communautés culturelles, qui rapprochait les commissions politiques au parti, qui rapprochait toutes les associations des comtés parce qu'ils s'étaient sentis délaissés à l'élection générale de 2007. Et par la suite, j'ai continuellement aussi été toujours très fier du parti. Alors, c'est mon parcours. Il n'y a personne qui va pouvoir m'enlever ça. Et moi, c'est ce que j'ai décidé d'offrir aux militants du Parti libéral du Québec. Alors, les autres candidats ont des valeurs, ont des compétences qui sont importantes. Et moi, j'espère que le 14 juin prochain, lorsque je deviendrai chef, que tous ces candidats resteront avec nous. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour continuer le travail qui a été amorcé. Et j'espère également d'être capable de rassembler les députés à l'Assemblée nationale qui jouent un rôle extrêmement important d'opposition officielle
Parce que sans les députés qui forment l'opposition à l'Assemblée nationale, on aurait de la difficulté à pouvoir faire parler du Parti libéral tel qu'on est. Est-ce que l'inverse est aussi vrai? C'est-à-dire, est-ce que tu te présenterais si, admettons, un autre chef avait été choisi? Ben, moi, j'ai dit que j'aurais l'occasion de me présenter dans le comté Roberval à l'élection générale de 2026. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je pense que l'occasion d'une course à la chefferie, c'est un moment pour mobiliser les gens. Et on a un défi entre nous, c'est d'être capable de démontrer aux militants pourquoi un tel est meilleur qu'un autre. Puis, dans le fond, c'est de permettre aux militants de choisir celui qui peut amener le Parti libéral du Québec à former le gouvernement libéral en 2026. Et pourquoi? D'abord, les gens sont fatigués du gouvernement de la CAQ. Sont fatigués du style de gouvernement de M. Legault, de division. Sont fatigués d'entendre le repli identitaire que nous propose la CAQ. Les Québécois sont tannés d'entendre ça. Alors, l'option qui va se présenter à eux, c'est quoi? C'est un parti libéral renouvelé, avec une vision économique qui est claire, avec un objectif de remobiliser les Québécois derrière un objectif commun et de permettre à faire rêver un peu les Québécois. Tu sais, c'est pas vrai qu'on est né pour des petits pains là, au Québec, puis c'est pas vrai qu'on doit se protéger du monde environnant. Là, au contraire, le Québec est très bien reconnu dans le monde et moi, je veux que le Québec devienne une nation puissante et une nation influente dans le monde. C'est ça qu'on va proposer aux Québécois et aux Québécoises. Et à côté de nous, bien, il y aura le Parti québécois. Il y aura le Parti québécois qui va continuer de proposer son référendum. M. Saint-Pierre Plamondon, il est bien sympathique, là, mais il revient avec les mêmes vieilles idées de dire on va faire un référendum, on va diviser les familles, on va diviser les Québécois dans un contexte de guerre commerciale dans lequel on se retrouve avec autant d'instabilité économique. Est-ce qu'on a le moyen de se payer encore des chicanes référendaires? Moi, je pense que non. Le Parti libéral du Québec pense que non. Et bien évidemment, c'est ce qu'on va essayer de faire pendant les prochains mois, de reconnecter avec les Québécois pour leur partager d'abord notre vision, puis leur dire qu'on peut faire plus, que le Québec peut faire plus grand, le Québec peut être une nation puissante et influente dans le monde. C'est le rêve que je caresse. Parlons justement de ce concret, là, du tangible. Et surtout avec l'expérience que tu as au Conseil du patronat du Québec. On sait qu'il y a une déconnexion avec les grandes villes et les régions. Tu as parlé de développement économique. Qu'est-ce qu'on fait pour amener la business là-bas? Parce que, tu sais, quand on pense Québec business, c'est Montréal. Montréal, okay, Québec, un peu Sherbrooke, un peu Gatineau, mais en général, c'est les grands moteurs économiques. Mais comme tu as mentionné, il y a quand même des entrepreneurs un peu partout au Québec. Il y a des régions qui n'ont pas d'employés. Les immigrants qui arrivent restent surtout en ville. Qu'est-ce qu'on fait pour connecter le tout pour que ça soit un moteur unique québécois? D'abord, au Québec, nous sommes le royaume des petites et moyennes entreprises. Hein? 98% de nos entreprises, c'est des PME au Québec. Et plus de 80% de ces PME-là, c'est moins de 5 employés. Donc, il y a un tissu manufacturier extrêmement important dans l'ensemble des régions du Québec. Qu'est-ce qu'on fait pour que les régions continuent d'être fortes et créer de la richesse? Il faut qu'elles aient accès à des travailleurs. Tu me parles de l'immigration, puis ils veulent rester à Montréal. Il y a 2 catégories d'immigration. Celle pour laquelle j'ai toujours défendu bec et ongle les valeurs et l'importance de celle-ci, c'est l'immigration économique. C'est une question démographique au Québec. À chaque jour qu'il y a 10 personnes qui prennent leur retraite au Québec, il y a seulement 9 travailleurs qui entrent sur le marché du travail. Donc, nous avons besoin d'avoir accès à des travailleurs étrangers qui ont des compétences pour nos entreprises, pour nous aider à continuer de créer de la richesse. Alors, c'est cette position-là que je défends. Au dernier trimestre de 2024, on avait encore au Québec 125 000 postes de disponibles. Et malheureusement, on ne trouve pas ces travailleurs. Donc, il faut que nos entreprises dans les régions aient accès aux travailleurs pour leur permettre de croître et de créer de la richesse. On a eu, là, dans les dernières heures, une décote du gouvernement du Québec, un jugement très sévère sur la gestion des finances publiques du gouvernement. On est parti de AAA, 2A- à A+. Ça va avoir quoi comme incidence? Hein? Ça va coûter plus cher en intérêt pour le gouvernement. Exactement. Donc, alors, excuse-moi, oui. je t'arrête parce que je crois que c'est l'information de la journée. C'est que de la semaine et du mois. Oui, ben, en fait, on peut même dire des 2-3 prochaines années d'ailleurs. Tout à fait. Il y a c'est Standard & Poor's
qui a annoncé effectivement la décote du Québec. Puis les gens, souvent, ils écoutent ça à la télé. Il y a un peu d'analyse qui va se faire. Mais il faut aller lire ce qui se dit. Il y a une partie, et je vais la traduire en français au fur et à mesure que je la lis, là. Jusqu'à récemment, la strong population growth, donc... l'augmentation démographique de la population et soutenait l'économie provinciale. Et elle a aidé à mitiger le vieillissement de la population. Exact. Et ça dit ensuite, les résidents non permanents ont été la source principale de la croissance entre 2018 et 2024, où le Québec a atteint had a record population growth of about 2.4%. Donc, ça veut dire qu'on a eu une population croissance de population de 2,4%. Excusez-moi parce que je parle anglais, je parle français, mais traduire en même temps, c'est pas facile. Mais bref, donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important parce que ça fait partie des indicateurs qui sont recherchés par les agences de cotation. Et je crois que là, ça va beaucoup dans le sens de ton narratif. C'était pas préparé ça. Tu étais en route vers ici quand c'est sorti et je suis allé le voir. Fait que, donc l'ancien président du conseil du patronat qui prenait le besoin d'immigration, de main-d'œuvre en provenance d'immigration, et le chef du Parti libéral du Québec, c'est la même vision. Le candidat à la chefferie pense la même chose. C'est un beau lapsus, le chef du Parti libéral du Québec. On va garder ça dans les enregistrements du podcast. Mais effectivement, la vision du président du conseil du patronat du Québec et la vision du candidat à la chefferie qui sera chef du Parti libéral du Québec, c'est la même. C'est une question de données. C'est factuel. Et quand même qu'on voudra nier ça, malheureusement, c'est de nier la réalité. Et le jugement est sévère, Salim, aujourd'hui, par les agences de cotation. D'abord, ça vient dire que la gestion des finances publiques du gouvernement Legault est catastrophique. Ça vient dire qu'on n'a pas investi dans nos infrastructures et que la détérioration de ces infrastructures va causer un problème majeur en termes de finances publiques dans les prochaines années. Bien évidemment, le déficit structurel dans lequel le gouvernement, malheureusement, nous a dirigés est aussi une problématique importante. Et bien évidemment, les perspectives à moyen et à long terme, où il n'y a pas de vision, il y a plutôt une improvisation de la part du premier ministre Legault. C'est le jugement, là, ça c'est son bulletin, là. C'est le bulletin de François Legault qui, malheureusement, a échoué dans sa politique économique. Il s'était fait élire en étant un gouvernement qui serait économique. Malheureusement, les faits démontrent qu'il est tout sauf un gouvernement économique. Alors, ça, c'est un jugement qui est très sévère, mais revenons à la pénurie de main-d'œuvre parce qu'on parlait avec Georges de l'importance de l'économie puis de la force de l'économie dans les régions. D'abord, la pénurie de main-d'œuvre, il faut le rappeler, là, elle est partout au Québec. Et actuellement, tu as un employeur sur deux qui refuse des nouveaux contrats parce qu'il manque de main-d'œuvre. Tu as presque un employeur sur deux, en fait, c'est 43% des employeurs qui annulent ou cancellent ou reportent ou cancellent des projets d'investissement parce qu'il manque de main-d'œuvre. Et dans un contexte où, en plus, on vient nous démontrer très clairement que dans les prochaines années, environ 35 000 PME ont besoin soit de reprenariat ou d'entrepreneurs, on a un sérieux problème. Alors, si on n'a pas une vision économique qui est forte et qui adresse ces enjeux-là, malheureusement, on va continuer de creuser notre tombe, si je peux le dire ainsi, et avoir beaucoup de difficultés à sortir de cette situation dans laquelle on est. Et ceux qui me disent, parce que la semaine dernière, je parlais avec des individus qui me disaient « Carl, arrête de parler de l'économie. C'est comme s'il y avait juste ça, l'économie, puis il n'y a rien d'autre qui est important. La santé devrait être importante, l'éducation devrait être importante, l'environnement devrait être important. » Je leur dis oui, mais sans une économie qui est forte, tu ne peux pas avoir ça. Tu ne peux pas avoir un système d'éducation, un système de santé à la hauteur de ce qu'on souhaite. Bien évidemment, on doit remodeler puis redéfinir le rôle de la santé, de l'éducation. On doit prioriser l'environnement. Mais si on veut maintenir nos filets sociaux tels que nous les connaissons au Québec et qu'on veut avoir, bien sûr, des politiques qui vont s'occuper des plus démunis de notre société, on doit avoir une croissance économique qui est forte. Parce que sans une économie forte, malheureusement, rien de tout cela n'est possible.
Ça arrive dans un très mauvais timing en plus. Là, Qu'est-ce qui arrive dans un mauvais timing? Tout ce qu'on vient de parler maintenant avec le manque d'employés, on veut donner un peu d'oxygène en région, les entrepreneurs, etc. Puis là arrive un gouvernement aux États-Unis qui change complètement sa politique. On doit revoir nos relations économiques. On cherche de nouveaux marchés en Europe. Tu sais, le petit entrepreneur en région qui, tu sais, dans le secteur de l'agriculture, qui faisait affaire aux États-Unis. Là, il y a un point d'interrogation. En plus, c'est la main-d'œuvre. Donc, combien de points d'interrogation est-ce qu'on va rajouter à ces personnes-là? Et quand on regarde en avant 1, 2, 3 ans, est-ce qu'il y a même de l'espoir pour ces gens-là? Oui. Je pense que oui, Georges. Puis d'abord, il faut que ça soit clair. Ça ne sera pas l'improvisation de François Legault qui va nous amener ailleurs. Il est clair qu'en 2025, avec ce qu'on est en train de connaître avec notre plus grand partenaire économique, là, les États-Unis, là, on est le plus important client des États-Unis, qu'on se le dise. Là. Jamais on n'aurait pu penser être plongé dans une guerre commerciale qui vise probablement d'autres objectifs, comme par exemple l'annexion du Canada ou les ressources naturelles sur le Canada. Jamais on n'aurait pensé qu'en 2025, on se retrouverait dans pareille situation. Alors moi, depuis le début de l'année, je suis sur toutes les tribunes, avec la vision claire du Conseil du patronat du Québec, mais la vision claire de ce qu'on a besoin d'avoir comme objectif pour notre économie, pour nos entrepreneurs. J'en ai identifié quelques-uns qu'on doit, dans un contexte de crise, qu'on doit absolument prendre en considération et implanter pour que cette crise devienne une opportunité pour nos entreprises. D'abord, on parle beaucoup de fiscalité. Le Québec doit revoir sa fiscalité pour les entreprises, doit baisser les impôts des entreprises, doit nous permettre d'avoir un environnement d'affaires plus compétitif. Parce que l'environnement dans lequel nos entreprises œuvrent, que ce soit dans les autres provinces canadiennes ou avec les États-Unis ou ailleurs dans le monde, fait en sorte que malheureusement, on est moins compétitif ici qu'ailleurs. Le Québec, on doit revoir notre lourdeur réglementaire. Tu sais, le gouvernement me dit souvent, mais Carl, on a une loi qui fait en sorte que pour chaque nouvelle loi qu'on met, il faut en retirer une. Je comprends, mais celle que tu retires, elle est beaucoup moins compliquée que la nouvelle que tu viens mettre sur le dos des entreprises. On doit réduire notre lourdeur réglementaire. On doit diversifier nos marchés. Jamais on se détournera complètement du marché américain. Tu sais, il y a 400 millions de consommateurs qui sont à côté de nous. C'est clair que nos économies sont tellement interreliées qu'on va maintenir des relations d'affaires avec eux. C'est normal, puis je pense que c'est important qu'on continue de faire ces investissements-là. Par contre, on doit diversifier nos marchés. On doit diversifier nos marchés d'abord dans les autres provinces canadiennes. Malheureusement, les barrières réglementaires à travers les provinces canadiennes font en sorte qu'on a de la difficulté à avoir une circulation libre des biens et services au Canada sans embûches ou sans embâches réglementaires. Alors, on doit faire tomber ces règlements-là qui empêchent le commerce entre les provinces. Et ça peut venir que du premier ministre du Canada avec son leadership et la volonté de chacun des premiers ministres provinciaux d'aller de l'avant avec faire tomber ces barrières. Actuellement, on sent qu'il y a un momentum pour ça. Il y a un appétit prononcé pour qu'on puisse faire tomber ces barrières réglementaires. Appétit moins senti de la part de M. Legault que les autres premiers ministres des autres provinces. Je me demande encore pourquoi, mais on va peut-être connaître le fond de sa pensée éventuellement. Et par la suite, Georges, on doit diversifier nos marchés à l'extérieur du Québec. Je suis fier, moi, de mentionner qu'en 2021, j'ai été à la tête de 25 autres patronats à travers le monde, incluant le MEDEF en France. Nous avons décidé de créer une organisation économique mondiale avec ce qui nous unissait, c'est-à-dire notre langue, pour se décomplexer de l'anglophone, puis faire en sorte qu'on crée notre propre système économique francophone dans le monde. Alors aujourd'hui, cette alliance à laquelle nous étions 25 en 2021, aujourd'hui, nous sommes 38 patronats de 35 pays francophones à travers le monde qui mobilisons nos entrepreneurs pour développer des relations d'affaires, des contrats, des partenariats, des nouveaux projets pour nous emmener ailleurs avec notre langue, c'est-à-dire créer de la croissance et de la richesse. Puis quand on regarde l'environnement ou l'écosystème qu'on rejoint ensemble, c'est 10 millions d'entreprises francophones qu'on peut rejoindre. Alors, n'y a-t-il pas là des opportunités pour les entrepreneurs du Québec? Bien évidemment. Quand on regarde notre passé historique,
quand on regarde le potentiel de croissance que cette francophonie permet, dans un contexte où aujourd'hui on est 325 millions de francophones à travers le monde, dans 40 ans on sera plus d'1 milliard de francophones, 16 % des ressources naturelles sont en territoire francophone, 14 % du PIB mondial est en francophonie, la 3e langue d'affaires parlée dans le monde, 5 continents portent le langage francophone, 80 % de la francophonie va provenir du continent africain, dans lequel malheureusement nous sommes presque absents, le Canada. Y a-t-il là des opportunités qui font en sorte que les défis de croissance de cette francophonie peuvent devenir pour nous des opportunités et nos défis démographiques ici au Québec peuvent devenir pour ces sociétés francophones des opportunités? Moi, je crois que oui. Et moi, au lieu de François Legault, qui se sert des frontières du Québec pour être un rempart contre l'envahisseur de je ne sais trop où, ben moi, je vais me servir des frontières du Québec pour nous permettre de rayonner à travers le monde, pour permettre à nos entreprises de créer de la richesse, d'être prospères à travers le monde. Je veux que le Québec devienne une nation puissante et influente dans le monde, et on peut le faire à partir de notre langue. Même s'il y en a qui veulent nous refermer sur nous-mêmes, ben moi, je pense que notre langue peut nous permettre de créer de la richesse partout dans le monde. Carl, je vais t'emmener aussi sur un autre sujet. En fait, un autre sujet. Il est connexe. Celui d'immigration. Ouais. Parce que c'est vrai, en tout cas, moi, il y a une chose qui m'a un petit peu écœuré dans les dernières années, là, c'est pas un secret. Effectivement, c'est un peu cette espèce de repli sur nous-mêmes ici au Québec à travers le gouvernement. L'immigration, c'est pas une religion. Exact. L'immigration, il faut le voir d'une certaine manière. C'est notre démographie, comment elle évolue. Évidemment, elle n'évolue pas juste avec l'immigration, mais ça fait partie du schéma. Il y a un volet économique super important. Je pense que tu l'as bien décrit. Mais en même temps, et là, j'essaye de faire l'avocat du diable, on a des services publics qui sont en piètre état. Santé, éducation, etc. Puis, le gouvernement de la CAQ a beaucoup parlé du fait que cette pression sur les services publics... c'est à cause de l'immigration. Oui, non, c'est ça. C'est même la crise du logement à Gaspé. Ah ouais. C'est les immigrants de Gaspé. Puis il y a combien d'immigrants à Gaspé? C'est ça. Tu auras compris que j'étais sarcastique. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que je veux quand même pas non plus sombrer dans l'angélisme. Ouais. Le fait qu'on reçoive plusieurs dizaines de milliers de personnes par année au Québec, lorsque on a de la pression sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les services de première ligne, etc. On peut pas dire que ça n'a aucune incidence. Alors comment est-ce qu'on fait l'équilibre de manière à pas faire chavirer la chaloupe parce qu'on en reçoit trop vite beaucoup? Puis là, je le dis pas dans le sens que je suis défavorable à l'immigration. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est juste de dire comment est-ce qu'on fait ça de manière ordonnée pour à la fois répondre aux besoins économiques dont tu parles et à la fois que la société d'accueil soit capable d'absorber ce nombre important de personnes qui viennent s'installer. D'abord, je pense, Salim, puis ta question, elle est bonne. Je pense qu'il faut cesser de diviser les Québécois sur l'immigration et de dire les choses telles qu'elles sont. D'abord, le gouvernement provincial, avec M. Legault en tête et M. Roberge, et le gouvernement fédéral dans la dernière année, ont joué sur le dos de l'immigration, ont fait de la politique sur le dos de l'immigration. Alors, les problèmes de notre société, c'est parce qu'il y a trop d'immigrants, c'est eux autres qui prennent nos places en garderie, c'est eux autres qui prennent nos places à l'éducation, c'est eux autres qui prennent nos logements, et c'est totalement faux. Jamais je vais adhérer à cette vision-là. Oui, l'immigration accentue la pression sur nos services publics, mais ce n'est pas la cause. La cause des problèmes dans nos services publics, elle est reliée à des décennies où, malheureusement, nos gouvernements successifs n'ont pas fait les investissements nécessaires pour les prochaines générations. Ils ont pensé seulement qu'aux élections prochaines. Alors, lorsqu'on regarde l'immigration, il y a deux choses. D'abord, moi, je vous parle beaucoup de l'immigration économique, des besoins des entreprises pour créer de la croissance et créer de la richesse. Les entrepreneurs qui font affaire avec des travailleurs issus de l'immigration s'occupent de leurs travailleurs.
Hier encore, j'étais dans la région de Shawinigan et un entrepreneur a une quarantaine de travailleurs, dont 30 sont issus de l'immigration. Il est chargé de ces logements, il est chargé de les rendre, de s'assurer qu'ils puissent être intégrés dans la communauté. À Saint-Félicien, on avait la même chose avec les Serres Toundra. La majorité des travailleurs, c'était des gens qui étaient issus du Guatemala. On avait, avec Saint-Félicien et avec Normandin, créé des comités locaux pour intégrer les travailleurs. Donc, les entrepreneurs s'occupent des travailleurs issus de l'immigration. Là où il y a une pression qui est plus importante et pour laquelle, malheureusement, on n'a pas nécessairement toutes les réponses, c'est sur l'immigration politique, réfugiés politiques, demandeurs d'asile. Cette immigration qui arrive au Québec de façon beaucoup plus importante qu'ailleurs au Canada. Et qu'il y en a de plus en plus ces jours-ci. Oui, accentue la pression sur nos services publics parce que lorsque ces gens arrivent ici au Québec, ben d'abord, le gouvernement prend en charge ces gens-là, les accompagne, les soutient financièrement, etc. Alors, bien sûr, il y a une pression qui est mise sur les services publics. Mais ce que le gouvernement Legault ne dit pas, c'est que le fédéral paye la facture. Le fédéral paye la facture au Québec pour prendre soin justement de ces demandeurs d'asile ou ces réfugiés qui arrivent ici au Québec. Moi, je suis d'accord avec la position qui veut que, comme nous sommes environ 22 % de la population canadienne, ben, que sur les demandeurs d'asile, ben, qu'on reçoive 22 % des demandeurs d'asile et que les autres provinces canadiennes fassent leur part. C'est pas normal qu'aujourd'hui, bien, près de 50 % des demandeurs d'asile sont ici en sol québécois. Alors, il faut que les autres provinces prennent leur relais là-dessus. Et ça, je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, si le fédéral, parce que le fédéral, souvent, il est un peu à l'extérieur de ça, c'est les provinces, puis c'est le Québec qui est responsable. Souvent, on assiste à des chicanes de juridiction, mais dans les faits, les deux sont responsables. Mais quand le fédéral, par exemple, prend presque un an, des fois, pour étudier un dossier. Oh, sinon plus. Sinon plus, mais c'était plus que ça, mais maintenant, c'est autour d'un an. Bien, ces gens-là, pendant un an, ne peuvent pas travailler, là. Ouais, alors que social. Ben oui, puis des fois, c'est des gens qui arrivent avec des compétences. Là. Quand M. Robert, je disais que les gens de la communauté d'Haïti, là, des États-Unis qui s'en venaient ici, ils disent on ne veut pas accueillir toute la misère du monde. Quel mépris de la part d'un politicien sur des gens. Ces gens-là travaillent en toute légalité aux États-Unis. Et là, malheureusement, Trump les tire dehors pour différentes raisons qui lui sont propres, mais ces gens-là ont des compétences. Et quand moi j'entends le ministre Robert dire on n'est pas pour accueillir la misère du monde, ben voyons donc, il se prend pour qui? Alors moi, je pense qu'on est capable de faire les choses intelligemment. Nos entreprises ont besoin de travailleurs. Si le fédéral peut accélérer plus rapidement le traitement des dossiers, ça va aider tout le monde pour pouvoir mettre ces gens-là dans nos entreprises à contribution, payer des impôts, payer des taxes, puis dépenser dans nos entreprises, puis aider nos entrepreneurs à créer de la richesse. Et pour les demandeurs d'asile, bien, si le Québec reçoit la proportion des demandeurs d'asile qu'il a dans la population canadienne, puis que les autres provinces font leurs efforts, ben moi, je pense que comme société, on va sortir plus grand, puis on va sortir plus fort. Je vais revenir un peu sur ce que tu disais sur la diversification des marchés à travers le Canada, puis je pense que c'est essentiel. On se demandait aussi avec Salim tellement de fois ici sur le podcast comment se fait-il que ça n'a pas déjà été fait, mais il faut qu'il y ait un retour d'ascenseur. De la même manière que le Québec veut exploiter ce marché-là pour les ressources ou whatever, mais en même temps, il y a d'autres provinces, comme je pense à l'Alberta, qui veut amener son produit en marché et que le Québec a bloqué à maintes reprises, par exemple, des oléoducs ou le GNL, etc. T'es situé où là-dessus, toi? Ben, ta question, elle est bonne. D'abord, on a des valeurs au Québec sur la transition énergétique, sur le développement durable, sur la lutte au changement climatique. Et ces valeurs, j'y adhère. Mais dans un contexte de guerre commerciale dans lequel on est, où le monde autour de nous change, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors oui, on doit revoir les projets énergétiques. Est-ce qu'on doit creuser partout? Bien évidemment, non. Mais est-ce qu'on doit faire cette évaluation du bonne énergie pour le bon usage? Moi, je suis d'accord avec ça. Quand on apprend, par exemple, que 70 % de l'essence qu'on consomme au Québec passe par les États-Unis, dans un contexte où le président américain veut nous assouvrir, il veut prendre contrôle de notre pays. Est-ce que ça, c'est normal qu'on soit dépendant au niveau de l'énergie à ce niveau-là? Quand on regarde, par exemple, que le gaz naturel qu'on utilise ici au Québec, qui est moins dommageable que le charbon, qui est moins dommageable que d'autres produits pétroliers pour l'environnement, qui provient des États-Unis, est-ce qu'on doit demeurer aussi vulnérable? Moi, je pense que non. Et une des façons qui va nous permettre, je pense, de sortir notre épingle du jeu dans le contexte de la crise dans laquelle on est actuellement, il y a 3 pôles importants pour moi qui sont non négociables. D'abord,
l'indépendance énergétique. On doit aller chercher cette indépendance énergétique au Canada, au Québec, pour notre population. Et cette indépendance énergétique va passer par une utilisation intelligente des ressources naturelles sur notre territoire, des sources d'énergie, d'avoir un usage qui va faire en sorte que le bon énergie, quel qu'il soit, puisse être maximisé dans son utilisation et que de cette façon, on devienne indépendant au niveau énergétique. On l'a vu à quel point l'Allemagne, par exemple, a été fragilisée lorsque la guerre en Ukraine a été déclenchée par les Russes. Mais ils sont venus cogner à la porte, puis Oui. on n'a rien pu faire parce que les installations n'étaient pas là. Puis en plus de ça, le GNL, on n'aime pas ça Ouais. au Canada. Mais Au Québec. au Québec. Mais c'était Justin Trudeau qui a refusé en passant. Ouais. Donc. Mais le monde a changé. Ouais. Alors, moi, je pense que tant au Québec qu'au fédéral, on doit tendre vers une indépendance énergétique et moi, ça va être ma priorité. Parce que sans cette indépendance énergétique-là, on devient vulnérable. L'autre indépendance qu'on doit aller chercher, puis j'en ai deux autres. L'autre, c'est celle alimentaire. Dans un contexte où on est en guerre et on doit absolument devenir indépendant au niveau de l'alimentation. Mon exemple à moi est simple. Depuis 40 ans, je prends un verre de jus d'orange à tous les matins. Ben, depuis 3 mois, je prends un verre de jus de pomme. Pourquoi? Ben parce que là, je veux qu'on devienne indépendant au niveau économique, au niveau alimentaire, et on a ce qu'il faut au Québec avec nos agriculteurs, avec nos fermiers, avec nos transformateurs, avec les serres qui sont en train de se construire un peu partout. Nous avons la connaissance et l'expertise et l'énergie pour nous permettre de créer cette indépendance énergétique et alimentaire. Et le troisième point, avant que tu puisses poser ta question, Salim, c'est au niveau territorial. Au niveau territorial, nous sommes attaqués par les États-Unis sur nos territoires. On doit s'assurer de renforcer notre indépendance territoriale et ça passe par une augmentation des investissements dans le secteur de la défense. Et le Québec doit jouer un rôle de premier plan dans ce secteur-là. Pourquoi? D'abord parce qu'on a un secteur aéronautique qui est très fort. On a un secteur naval qui est extrêmement important. Nous avons l'aluminium, nous avons l'acier, nous avons les manufacturiers dans l'ensemble des régions du Québec. Nous avons l'énergie pour faire ça et nous avons les matériaux critiques dans notre sol. Alors, les investissements importants dans les prochaines années par le gouvernement du Canada pour augmenter le secteur de la défense doivent profiter au Québec et vont profiter au Québec parce que nous avons tout ce qu'il faut pour être capable de développer une nouvelle politique industrielle liée à la défense. On n'a pas ça actuellement. On n'a pas cette vision-là actuellement au gouvernement du Québec. Moi, je vais avoir cette vision industrielle qui va être importante où on va favoriser l'augmentation des investissements en lien avec la protection territoriale et le secteur de la défense pour le Canada et le Québec. Et de cette façon-là, on va s'affranchir de cette Amérique qui ne veut plus vraiment de nous. Mais en fait, c'est pas l'ensemble des Américains, c'est plus la présidence. Parce que quand on parle avec nos amis américains, je pense qu'ils ne sont pas d'accord avec le président. Mais dans un contexte où il y a une réelle menace, il faut absolument qu'on réponde à ça. Et le Canada, le Québec et l'ensemble des provinces canadiennes doivent se relever puis se préparer à faire face à ça. Et 3 angles importants pour moi qui sont essentiels. Tu vois, George, moi, j'ai pas eu besoin de changer de jus parce que moi, mon jus, c'était du jus de raisin et ça reste du jus de raisin. Ben moi, je suis dans le jus de pomme maintenant. Écoute, le temps file et c'est bien intéressant, puis on pourrait parler de ça longtemps. Je m'en voudrais néanmoins de pas aborder un sujet, surtout avec quelqu'un qui est candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, parce que l'économie, c'est... La couleur de la margarine. Ouais, c'est ça. Non. Non, mais l'économie, c'est extrêmement important. Je pense que c'est au cœur quand même des plateformes du Parti libéral du Québec depuis toujours. Mais il y a une société, s'il y a d'autres aspects qui vont pas bien, son économie va pas bien. Et sur l'aspect social, etc. Alors, tu parlais de repli sur soi, repli identitaire. Il y a beaucoup de politique identitaire qui est en train de se faire en ce moment. Tout à fait. Et évidemment, le premier mandat de la CAQ a été marqué aussi par l'adoption de 2 lois qui, au-delà du fait qu'elles soient discriminatoires, puis c'est pas moi qui le dis, mais... elles ont recours à la clause dérogatoire. Donc, il y a un aspect, comment je vais te dire, pas juste intergouvernemental, mais constitutionnel là-dedans. Là,
Évidemment, je parle de la loi 21 sur la pseudo-laïcité. Je dis pseudo-laïcité parce que moi, je suis pour la laïcité, mais je suis contre la loi 21. Exact. La loi 96, mais je veux pas la rentrer dans le même, dans le même sac parce qu'il y a quand même... Qui envoie un mauvais message. C'est ça, qui envoie un mauvais message. Puis je pense que quand tu étais au CPQ, tu as dû en entendre parler beaucoup des entreprises et autres, etc. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec la loi 21? Ben d'abord, on évite de faire ce que le gouvernement Legault fait, c'est-à-dire de brimer les droits des individus au Québec systématiquement avec des nouvelles lois en invoquant la clause dérogatoire. Ça paraît compliqué pour ceux qui nous écoutent, là, mais au Québec, nous avons une charte des droits et libertés québécoises qui correspond aux valeurs québécoises et les lois que le gouvernement Legault est en train de mettre en place, entre autres avec la fameuse clause dérogatoire, vient heurter cette charte des droits et libertés québécoises que nous nous sommes donnés comme société, là. Alors, c'est clair que pour moi, je ne peux accepter ce genre de mépris ou ce genre de positionnement qui vient fragiliser les droits et libertés des Québécois. Ceci dit, en lien avec la laïcité, pour moi, il n'y a aucun doute. Au Québec, la laïcité, elle est là. C'est aucun doute que dans les services publics, ça se fait hors religion. Que la religion ne doit pas être dans notre système d'éducation. Et la société québécoise est exactement là. La façon dont le gouvernement Legault utilise la clause dérogatoire, malheureusement, ne va pas dans l'intérêt de la Charte des droits et libertés québécoises que nous nous sommes donnés. Alors moi, mon objectif, c'est d'abord, on va laisser faire le travail par les tribunaux parce que c'est contesté. On va voir jusqu'où les tribunaux vont se rendre et à partir du moment où on aura les jugements de la Cour suprême, parce qu'on risque de se retrouver en Cour suprême avec cela, ben, si on doit adapter la loi en fonction des jugements de la Cour suprême, on le fera. Mais c'est clair que si on avait fait un travail d'évaluation en amont, avec les différents mécanismes qui sont déjà prévus pour éviter de se retrouver dans des contestations judiciaires telles que nous le sommes actuellement, on éviterait toute cette situation-là et on aurait évité de diviser la population. Pour ce qui est de la loi française, la loi sur la loi sur la langue française, encore là, pour moi, il n'y a aucun doute. Au Québec, c'est en français que ça se passe. Mais le message que le gouvernement Legault envoie, c'est qu'il y a des bons Québécois et des moins bons Québécois. Les Français et les anglophones. Si vous n'êtes pas français, ben vous ne respectez pas les valeurs québécoises, donc vous devez vous soumettre à nos valeurs québécoises. Comme président du Conseil du patronat du Québec, j'ai dénoncé cette loi-là, d'abord sur l'angle bureaucratique. Malheureusement, ils sont venus imposer sur le dos des entreprises une lourdeur réglementaire, une lourdeur bureaucratique pour faire respecter la loi française. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'à Saint-Félicien, une manufacture de 27 employés est un risque pour la langue française? Bien évidemment, non. Est-ce que les gens pensent qu'en Gaspésie, une poissonnerie qui emploie 42 personnes est une menace pour le français au Québec? Bien évidemment, non. Alors, la politique de division du premier ministre Legault divise encore une fois les Québécois à cet égard-là. Puis j'irais même plus loin quand j'élargis aux universités anglophones à Montréal ici. Montréal est la métropole internationale. Montréal, c'est une métropole qui doit attirer des talents de partout à travers le monde. Là, le gouvernement Legault vient dire aux universités, mais vous allez vous priver des meilleurs talents parce qu'ils ne parlent pas le français. Vous allez réduire vos admissions dans vos universités parce que malheureusement, ils ne respectent pas les valeurs du gouvernement de la CAQ. Du monde qui peuvent apprendre le français en passant. L'idée, c'est pas de les recevoir et qui parlent pas français du tout, mais c'est du monde qui peuvent apprendre le français. C'est ça, des familles. Là, on est en train de se servir de cela pour envoyer un message au monde entier que le Québec n'est pas une terre d'accueil. On n'a pas besoin des meilleurs talents dans le monde parce qu'on veut se protéger des autres. Quand j'étais hier à Shawinigan, dans ma poissonnerie que je te parlais, ce que lui, l'entrepreneur, m'a dit, là, qui a mis 4 millions de ses propres poches avec ses 3 enfants qui sont actionnaires, il dit, moi, Carl, là, je dis, mes travailleurs qui sont issus de l'immigration, je veux les accompagner dans la francisation. Je veux mettre mon entreprise au service de la francisation. Je veux les aider à apprendre le français. Mais je ne peux pas le faire en 6 mois, puis je ne peux pas le faire en 1 an. Sinon, je vais perdre mes travailleurs. La question maintenant que cet entrepreneur-là se pose et que plusieurs autres entrepreneurs se posent avec les changements sur l'immigration, ben c'est que quand l'échéance d'1 année va arriver, ils ne pourront plus renouveler le permis de travail de leurs travailleurs parce qu'ils ne parleront pas le français. C'est-tu un non-sens?
On part du principe, Salim et Georges, puis ça c'est important, là. On part du principe où une personne sur 2 au Québec de 15 à 64 ans ne comprend pas ce qu'elle lit, que ces gens-là ne seraient pas capables de passer le test de français que le gouvernement Legault exige à nos immigrants. D'ailleurs, je l'ai passé, ce test de français-là, et j'ai mis au défi les députés à l'Assemblée nationale d'aller le passer puis de partager leurs résultats. Est-ce que vous avez vu passer ça? Moi, j'ai rien vu. Personne n'est allé. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Puis c'est pas vrai que les gens, après 6 mois, vont être capables de passer ces tests-là, ni après 1 an. Les entreprises sont d'accord avec le principe qu'on fait des affaires en français au Québec. Les entreprises veulent participer à la francisation de notre travailleur pour l'inclusion dans notre société. Mais il faut avoir la capacité de le faire. Et je reviens à nos universités, qui, elles, se sont vues fermer les portes pour pas la colonisation, mais l'inscription d'étudiants qui provenaient de l'étranger. Ouais. Quand on regarde l'Université du Québec à Chicoutimi, que 40 de sa clientèle, c'est des étudiants étrangers. Oui, il y a des programmes qui n'existent que parce qu'il y a des étudiants internationaux. L'Université du Québec à Rimouski, c'est 60 de sa clientèle, c'est des étudiants étrangers. Et pas juste des universités. Il y a des cégeps en région. Le cégep de Matane, par exemple. Là, je te parlais des universités, mais les cégeps, c'est exactement la même chose. Les cégeps, dans notre écosystème, tant dans les régions que dans les grands centres, et les universités, c'est des vecteurs de croissance économique. Dans les régions particulièrement, les cégeps et les universités sont directement implantés avec les parties prenantes économiques, communautaires, sociales dans leur communauté. C'est des créateurs d'emplois. Le plus gros employeur à Saint-Félicien, c'est le cégep de Saint-Félicien. Et là, on vient lui dire, tu peux pas avoir accès à des étudiants étrangers parce que tu menaces la langue au Québec. Oui. Voyons donc. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, puis en fait, j'y adhère. Je reviens un petit peu sur la clause dérogatoire. Ouais. Puis on n'a plus beaucoup de temps. Là, on fera pas une thèse de doctorat là-dessus aujourd'hui, inquiète-toi pas. Mais d'abord, avant de parler de clause dérogatoire, on parlait de laïcité. Ouais. Faut pas qu'il y ait de religion dans nos écoles. Ouais. Faut pas que nos enfants, de quelque manière que ce soit, soient exposés à ça. C'est normal. Pas que ce soit pas... Bon, tu sais, je veux dire, mais ils font ça. La religion, c'est à la maison, c'est pas à l'école. Tu sais, on a une loi 21. La loi 21, ça n'a pas empêché Bedford. Parce que ce qu'il y a dans la tête était problématique. C'était pas ce qu'il y avait sur la tête qui était problématique. Ah oui. Alors, la question, elle est un petit peu là. C'est que, normalement, le libéralisme classique, là, puis je parle pas de PLQ, là, mais le libéralisme classique, dont normalement le PLQ tire ses sources, tu sais, il te dit, un droit fondamental, tu peux le réduire. Mais tu peux le réduire lorsque tu fais une démonstration empirique d'un problème réel et urgent, comme c'était le cas avec la loi 101. Exact. Stéphane Dion, qui n'était pas un grand nationaliste, a dit que la loi 101 était une grande loi canadienne parce qu'elle respectait des principes très profonds. Là, il se trouve qu'on utilise la clause dérogatoire de manière préemptive. Tout à fait. Donc, ça veut dire que c'est un aveu qu'on sait qu'il y a des Québécois à qui on enlève des droits fondamentaux. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, la clause dérogatoire, j'ai été très clair depuis le début. Je ne l'utiliserai pas systématiquement. Et quand va venir le temps à l'échéance, parce que c'est là pour 5 ans, on ne renouvellera pas la clause dérogatoire. Puis on espère que les tribunaux auront joué leur rôle et on refait l'évaluation de la loi 21. Puis, dépendamment de ce qui sortira de ces jugements de la Cour suprême, on verra si on adapte ou si on modifie. Mais pour revenir à Bedford, Salim, c'est pas l'encadrement, c'est pas l'éducation, c'est pas le système qui est en faute, c'est les gens qui sont en place, qui malheureusement ont endoctriné les autres collègues de travail, les enfants, qui les ont mis dans une situation une situation qu'il faut dénoncer au Québec. Absolument. Et ce genre de situation-là, elle est inacceptable. Absolument. La religion ne doit pas être dans le système d'éducation. Et quand je serai premier ministre du Québec, je vais m'en faire une valeur fondamentale. Et pas juste dans le milieu d'éducation. La laïcité, c'est partout dans le gouvernement. Tout à fait. Mais pour revenir à l'éducation, parce que l'exemple de Bedford est frappant, et je sais que les prochaines questions, ça peut être, par exemple, est-ce que les écoles privées, les écoles religieuses, etc. Mais pour moi, au Québec, la laïcité, elle est essentielle. Et pour les Québécois, on est dans un État laïque, où la religion, elle est extérieure du Québec, elle est extérieure du gouvernement, elle est extérieure des services publics, elle est dans les maisons.
Et ça, on va s'assurer de maintenir ça de cette façon-là. Et pour moi, ça, c'est des valeurs qui sont fondamentales. Et la loi 21, c'est pas la laïcité. Non, c'est beaucoup d'autres choses, sauf ça. Le temps file. On va mettre un point là-dessus. Un grand merci, Carl, d'avoir pris le temps. Je sais que tu parcours un peu partout le Québec et d'avoir fait un petit arrêt ici à Montréal. Mais on dit Montréal, mais on est un peu à l'extérieur de Montréal. Un grand merci. Bonne chance pour le reste de la campagne, si on veut. Nous, on risque de se revoir quand même. Et, il reste 2 mois, moins 2 jours. Exact. Un dernier petit mot pour les gens qui écoutent, les membres, quelque chose à leur dire? D'abord, si les gens qui écoutent le balado aujourd'hui trouvent en moi des paroles rassurantes, rafraîchissantes et inspirantes, je les invite à devenir membres du Parti libéral du Québec avant le 9 mai, parce que la date limite pour pouvoir voter pour le prochain chef, c'est le 9 mai. Alors, vous allez sur mon site internet, carlblackburn.québec. Alors, à partir de là, vous allez pouvoir devenir membre du parti et vous aurez l'occasion de choisir le prochain chef du Parti libéral du Québec. Et comme je l'ai mentionné dès le départ de notre discussion, je vais avoir un leadership qui soit rassembleur, qui va remobiliser les membres du Parti libéral du Québec, qui va mobiliser la population québécoise, les régions du Québec, les francophones, derrière un grand rendez-vous qui nous attend dans les prochaines années. Et moi, j'ai choisi le Québec, j'ai choisi le Parti libéral du Québec pour mon prochain engagement professionnel pour les 10 prochaines années. Alors, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de gaz dans le réservoir et j'ai une détermination en feu et en fer. Et sincèrement, c'est ce que je crois qui va arriver pour les prochains mois, les prochaines années. Puis en terminant, je vous remercie. Je vous remercie pour cette belle invitation. Merci pour ton temps, Carl. C'était bien agréable. Toujours partagé. Merci beaucoup tout le monde. Allez vous abonner. Il y a des épisodes live en direct qui vont arriver cette semaine. Il y a d'autres invités aussi qui s'en viennent. On est évidemment en plein milieu du campagne électorale au niveau fédéral. Suivez Carl Blackburn. Merci beaucoup à tous. On se voit bientôt avec un tout nouvel épisode. Ciao! Bye. Merci.